Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 25 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver Tom Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes essayiste, économiste, directeur du trimestriel Géostratégie Magazine. Avec nous de plus en plus souvent et je vous en remercie pour commenter. Avec plaisir d'ailleurs. Écoutez, je vous en remercie. Dernièrement, c'était beaucoup l'actualité politique en France que vous commentiez. Là, l'actualité est plus économique, du coup, sous l'angle que l'on a choisi. On va débuter, monsieur Benoît, par cette question et cette remarque. Depuis 2020, crise du Covid, les crises se succèdent, qu'elles soient économiques, financières, sociales. Les symptômes d'un modèle économique qui s'aggrave, les symptômes d'un modèle économique qui va mal s'aggravent. Quel chemin doit prendre le capitalisme, selon vous ? Alors, quel chemin va prendre et quel chemin doit prendre ? Ce qui va se passer, c'est qu'on assiste naturellement à une polarisation de l'économie qui va conduire à une forme de démondialisation. On en parle depuis un bon moment. Ça va s'opérer par des droits de douane, ça va s'opérer par des inimitiés politiques également. Donc sur le plan diplomatique, par rapport à ce qu'on a vécu en Ukraine, ça n'a aperçu ces derniers temps. Et ce qui est très singulier, c'est que ça va atteindre tous les pans de l'économie, de la finance et de l'organisation des États. Ça veut dire que vous allez avoir en même temps, d'un seul coup, les plateformes de paiement, on en avait parlé chez vous, qui vont être en concurrence parce qu'il y a des pays comme la Chine, par exemple, et la Russie, pour ne pas les nommer, qui vont élaborer leur propre support de paiement, leur propre messagerie, leur propre plateforme. Vous allez avoir au sein même de l'écosystème américain, une forme beaucoup plus hybride entre la finance traditionnelle, le shadow banking et les crypto-actifs également, qui vont prendre un rôle de monnaie grandissant. Je ne dis pas que je suis pour, c'est même pas forcément le cas, parce que je trouve ça absurde, si vous voulez, parce qu'on est en train de créer finalement une concurrence aux monnaies traditionnelles par les crypto-monnaies, tout simplement parce que les crypto-monnaies permettent de faire passer des paiements, permettent de réserver de la valeur et font un petit peu tout ce que devrait faire la monnaie si elle n'était pas faussée par les puissances publiques. C'est peut-être un modèle monétaire qui est une réponse à justement ce modèle économique par la force des choses, oui, il répond, mais il répond sur une ambiguïté. Il répond parce qu'il n'est pas régulé, comme le shadow banking a répondu parce qu'il n'est pas régulé. Vous avez une lettre dans un article, je veux dire, dans les Échos d'hier, et plusieurs papiers qui sont passés depuis, on va dire, 2-3 années, d'une façon grandissante, qui alertent sur les dangers de la part du shadow banking, de cette finance de l'ombre qu'on considérait il y a une quinzaine d'années encore comme une finance criminelle, je le rappelle. Bien sûr, on reviendra sur le sujet un peu plus tard. Et qui s'est inséré sur les crypto-monnaies, c'est un petit peu la même chose. Vous avez finalement un système alternatif qui n'est pas régulé. Et le fait que ce système ne soit pas régulé comme il devrait l'être, on l'a vu avec MiCA 1, MiCA 2, les briques... Ça commence à l'être quand même, la régulation. Donc comme vous dites, MiCA 1, MiCA 2 en préparation. Aux États-Unis, le législateur s'est quand même à taper du poing sur la table. Beaucoup de plateformes ont été responsables. Essayez de faire venir de l'argent de Russie, vous auriez plus de facilité aujourd'hui en Bitcoin ou Monero qu'avec de l'euro. Bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Mais du coup, par la force des choses, donc le chemin que prend le capitalisme à l'heure actuelle n'est pas celui qu'il devrait prendre, selon vous ? C'est-à-dire que vous allez d'un côté vers un retour à une forme de privation à la fois de liberté et de consommation des populations, mais vous n'avez pas de retour à l'archaïsme. J'ai un ami qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est architecte et qui n'a rien à voir avec l'économie, mais qui est, on va dire, confronté à des considérations économiques dans son métier, et qui me disait il y a déjà quelques années, il y a plus de 70 ans aujourd'hui, l'avenir de l'Occident, c'est l'archaïsme. C'est le retour à l'archaïsme. Pas le minimalisme, mais l'archaïsme. Et aujourd'hui, c'est-à-dire l'essentiel. Et aujourd'hui, dans l'écologie, vous n'avez pas d'écologisation de la société, par exemple. Vous avez des dépenses faramineuses, mais qui n'avantagent pas du tout l'écologie. Et ça, c'est une problématique. Ça veut dire que vous allez avoir une démondialisation sur le plan libéral, mais une hypermondialisation des États. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a déplacé le curseur du libéralisme et de la mondialisation à l'échelle des États et des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, les fonds souverains, les hedge funds financent les États qui font du business. On le voit aujourd'hui avec les JO, par exemple. Calculez-moi le coût des JO, je veux dire en sécurité, combien est-ce qu'on a investi pour nettoyer la Seine, par exemple. Est-ce que vous pensez que les Parisiens voulaient... Je crois que le coût total, c'est 10-15 milliards. Voilà. Et on a 1,5 milliard, ne serait-ce que pour nettoyer l'eau de la Seine, pour qu'Anne Hidalgo et 2-3 autres personnes s'y baignent. Je ne pense pas que c'est ce que voulaient les Français, ni les Parisiens. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les décisions sont
tranché par des personnes qui ont un chéquier entre les mains, mais qui n'ont pas gagné l'argent. Il faut changer du coup de modèle politique. Est-ce qu'il faut passer à une démocratie participative du coup par la force des choses? Est-ce que vous dire, même pas, il faut revenir. Premièrement, oui, moi je serais pour, évidemment, mais pour ça, là aussi, il va y avoir des confrontations par rapport à la dilution des nations, parce qu'on peut le faire en Hongrie. Vous voyez par exemple qu'en Europe de l'Est, il y a des États qui fonctionnent, comme la Hongrie, la Bulgarie, même la Roumanie. Pourquoi? Parce que la Hongrie, c'est quoi? C'est 10, 11 millions d'habitants à peu près, mais c'est une nation très forte. Les Hongrois sont des Hongrois, ils savent encore travailler. Vous avez même des sociétés, justement, je parle régulièrement de Renault qui s'installe, je vois l'action Renault d'ailleurs sous mes yeux, qui s'installe en Hongrie pour une société absolument qui s'appelle Ampère, qui va faire des batteries de grande consommation. Ils s'associent avec des Chinois. Tant que la Commission européenne ne leur met pas des bâtons dans les roues, là je promets rien pour les mois à venir, mais ils s'associent avec des Chinois. Où est-ce qu'ils s'installent? En Hongrie. Pas en France, pas en Italie, ils s'installent en Hongrie. Pourtant c'est un groupe français. Ça c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Pas vraiment, parce que vous avez quand même une France qui était très industrielle à une époque et qui a délocalisé parce qu'il y avait de la main-d'œuvre à bas coût dans les pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, vous avez une Europe de l'Est qui est devenue très industriellement forte, mais qui a une main-d'œuvre qui est effectivement à bas coût, non pas par rapport à la qualité moindre du travail, mais au contraire parce que les prélèvements obligatoires sont bas. Si la main-d'œuvre est à bas coût aujourd'hui en Europe de l'Est, c'est pas parce que les Hongrois travaillent mal et que les Français travaillent bien. C'est parce que si vous faites travailler un Français, ça vous coûte une fortune et qu'il travaille mal, et que si vous faites travailler un Hongrois, il travaille bien et ça vous coûte très peu. Donc ce que vous dites entre les lignes, si je comprends, un des pans qu'il faudrait pouvoir améliorer, c'est la notion de productivité, du coup, par la force des choses. Totalement. La France relance sa productivité, mais vous dites qu'elle est freinée par ces hauts niveaux de taxes. On va se retrouver dans une situation catastrophique. Donc si on le modèle, le fait pas. C'est le modèle des pays de l'Est, du coup, par la force des choses. Oui, totalement. Ce sont des États-nations, tout simplement. Ce sont des États qui sont des États-nations, qui savent innover, qui savent créer de la valeur et pas seulement imprimer de la richesse par rapport à des dépenses étatiques. Et ça, effectivement, les pays d'Europe de l'Est le font un petit peu mieux, mais il y a d'autres pays d'autres parties du monde qui savent le faire. Monsieur Benoît, du coup, par la force des choses, alors je suis désolé en régie parce qu'on va naviguer entre tous les sujets qu'on a définis sans que ce soit l'ordre qui était prédéfini, mais c'est pas grave. On va partir. Monsieur Benoît, hier, le Conseil d'analyse économique a publié un rapport dans lequel il dit qu'il faut que la France fasse très attention à sa dette, qu'elle la réduise de 4 points de PIB, ce qui équivaut à 112 milliards d'euros. Un des leviers, c'est justement d'augmenter la fiscalité. Comment on peut faire autrement? Si vous augmentez la fiscalité, vous avez des défaillances records de TI de 20% supplémentaires par rapport au premier semestre de cette année, par rapport au premier semestre 2023, qui était déjà le record de défaillance de TI. Les ETI, c'est pas... Il y a les grands groupes, les ETI et les PME. Voilà, et c'est quand même le poumon économique du pays. Si vous détruisez les ETI, vous n'avez plus d'économie et là, vous n'avez plus de prélèvements obligatoires. Donc si on vous dit d'augmenter la fiscalité, premièrement, vous mettez l'économie à genoux. Et ils le savent, ils ne pourront pas le faire. Donc ils vont passer par d'autres biais. Ça va être essentiellement la taxation, par exemple, sur l'immobilier ou sur les transactions financières. Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours qu'il allait taxer les transactions financières. Il espère récolter quelques milliards avec ça. Mais ce qu'il va récolter, une fois de plus, il est encore manette, c'est qu'il va mettre un secteur à genoux, comme il l'a fait jusqu'à présent. Le seul secteur qu'il n'est pas mis à genoux, c'est l'économie russe, justement, mais par la force des choses. Mais quand Bruno Le Maire vous dit « j'ai sauvé l'économie française », non, il y a des défaillances records de TI, il y a une agence immobilière sur 20 qui met la clé sous la porte l'année passée, il y a 800 milliards même de recettes par rapport aux transactions immobilières dans les caisses de l'État, en moins parce que le marché de l'immobilier est paralysé, est bloqué par rapport à la politique monétaire et aussi par rapport aux trajectoires économiques. Donc si vous augmentez l'imposition à ce stade-là, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer le tremplin vers les cessions de nos appareils de production aux étrangers. Bien souvent aux Américains, mais pas seulement, aux Chinois également, et que la France va être, comme je le disais précédemment, un pays sans identité, passerelle, comme l'étaient les pays d'Europe de l'Est précédemment. Si vous voulez sauver le pays aujourd'hui, ce qu'il faut faire au contraire, c'est abaisser les prélèvements obligatoires et vous mettre au rang de ces pays d'Europe de l'Est. Et on entend parler également, parce que la note à laquelle vous faisiez référence, ça me fait sourire malgré tout, parce que ce sont les mêmes personnes qui vous disent la dette est trop importante, mais qui, comme des palissades, vous envoient des phrases qui sont « mais nous n'avons pas de problème pour nous financer ». Bon, très bien, mais comment est-ce qu'ils le savent? Moi, je vous dis qu'on a de gros problèmes pour se financer. Et je vous dis que si on arrive à placer le reste de la dette, c'est-à-dire les 285 milliards qu'on devait placer cette année sur décision de Bruno Le Maire, c'est un miracle. Et si on arrive à en placer davantage l'année prochaine, ou en tout cas la totalité, ça relève... Du miracle tout autant. Voilà. Pourtant, la dernière émission d'obligations
l'émission souveraine s'est relativement bien passée pour la France. Ça dépend comment on le voit, parce qu'on remplace quand même de la dette à 0 par de la dette à 3%, et puis on n'a pas de croissance, et on a une croissance qui est tenue par un PIB qui est à 60% composé par de la dépense publique. Donc à partir de là, je vois pas vraiment comment on va pouvoir se financer durant les années à venir. Dans les mois qui viennent, le premier poste de dépense de l'État, ça va être les intérêts de la dette, avant l'éducation nationale, qui est le premier, je crois. Exactement. Du coup, vous avez abordé très rapidement la notion de shadow banking. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement ce que c'est, comme on dit chez Thinkerview. Et pourquoi c'est une menace pour l'économie française? Premièrement, que ce soit une menace, ça n'est même plus moi ou d'autres personnes qui le disent et qui alertent, mais ce sont de grandes autorités, même le Fonds monétaire international et beaucoup d'études qui alertent sur une finance de l'ombre qui pesait 20 000 milliards d'actifs financiers en 2002 et qui aujourd'hui pèse à peu près 220 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus, premièrement, en une vingtaine d'années, mais surtout qui représente la moitié de tous les actifs financiers du monde. Donc la finance de l'ombre, la finance non régulée, le shadow banking, je disais au début, qui était considéré par les autorités comme criminel au départ, puisqu'elle n'est pas régulée. Ce sont les voyous de la finance en quelque sorte, ou les fraudeurs de la finance, le côté obscur de la force de la finance qui l'agite, qui l'anime. Cette finance représente aujourd'hui la moitié de la finance mondiale, et elle représente surtout une part énorme du financement des États. Prenez l'Arabie Saoudite qui a dit il n'y a pas longtemps, qui a déclaré si la France, l'Union Européenne surtout, continue à geler les avoirs russes pour réorienter les intérêts de ces avoirs vers l'Ukraine, nous allons vendre sur le marché secondaire des obligations que nous détenons en euros. Et si vous regardez les chiffres du FMI et de la Banque centrale d'Arabie Saoudite, vous apercevez qu'ils détiennent 50 milliards d'obligations, dont euros. C'est pas grand-chose. C'est rien. C'est 50 milliards sur un total de 10 000 milliards. Donc ça veut dire que si c'est le SAMA en l'occurrence, qui est déjà une organisation assez opaque, un fonds souverain d'Arabie Saoudite, si l'Arabie Saoudite détient si peu des obligations sur ces fonds souverains reconnus, quantifiés par le FMI et sa Banque centrale, et qu'elle menace malgré tout l'eurosystème de vente des obligations, ça veut dire que il y a beaucoup de fonds, des hedge funds, qui détiennent énormément de fonds. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est qu'actuellement, je vais essayer d'être le plus analytique possible. En début d'intervention, vous nous dites que la finance, l'économie va se régionaliser, va se recontinentaliser, va se... à l'image des BRICS. Dans la bonne posture, attention, elle va se nécroser, elle pourra se relocaliser ou elle pourra s'effondrer. Mais c'est la tendance qu'on observe à l'heure actuelle. Toujours est-il que vous nous dites que ces nouvelles alliances doivent aussi se comprendre sous le prisme de l'investissement souverain, et que ces différents pris un à un, finalement, ces fonds souverains sont peut-être pas finalement si inquiétants, mais s'ils se réunissent, là, ils deviennent une force de frappe considérable et qu'on doit prendre en compte, en fait. C'est surtout que vous avez des fonds qui n'appartiennent pas à la finance traditionnelle, qui n'appartiennent pas, on va dire, au système bancaire, puisque d'ailleurs même le terme de shadow banking a été banni. Maintenant, on appelle ça de la finance non bancaire ou les organisations non bancaires, parce que si on parle de finance de l'ombre pour une finance qui collabore avec les États, avec les souverains, avec les régulateurs, forcément, ça marque mal. C'est un peu comme quantitative easing. Il valait mieux dire quantitative easing que planche à billets ou achat de titres obligataires. Mais si le jour où on va se réveiller et s'apercevoir finalement qu'on a une bulle au niveau des États qui ont été gonflés, qui ont été gavés par les fonds et notamment par les gestionnaires d'actifs et par les hedge funds, forcément cette bulle va éclater. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise qui arrive, qui est la crise des dettes des États occidentaux, puissance 10, voire 100 par rapport au petit prélude que l'on a connu en 2010-2011, après la crise des subprimes, et que cette crise va être en quelque sorte les subprimes des États. Vous allez avoir des États qui vont se rendre compte finalement, des populations, des nations qui vont se rendre compte que leurs États se sont engagés sur des crédits pourris qu'ils ne pouvaient pas rembourser parce que l'État ne fonctionne pas. Du coup, la réponse, c'est quoi? C'est finalement un protectionnisme exacerbé qu'il faut pouvoir mettre en place? Je veux dire, la priorité, la réponse catégorique aujourd'hui, c'est d'arrêter la dépense publique telle qu'elle est lancée. Parce que si on continue à signer on est vraiment... Le Conseil d'analyse économique qui dit qu'il faut faire des réductions, il faut faire des économies et donc pas faire des choses.
Non, il le dit pas très fort, et puis il nous parle de quelques dizaines de milliards d'économies. Ce 110 milliards d'économies, c'est rien. On a sur 7 à 12 ans, donc effectivement, si on le rapporte, on a 1400 milliards de dépenses publiques. On est à 59% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'est 2800 milliards. Vous avez 1400 milliards de dépenses publiques. Vous avez que 300 milliards de régaliens, comme je le rappelle régulièrement. Ce rapport nous dit pas grand-chose finalement par la force des choses. Il nous dit juste qu'il faut faire attention à nos niveaux de dette qui ont explosé et qu'il faudrait trouver des solutions pour le réduire. Mais par contre, ce qu'il faut voir en filigrane du rapport, c'est les déclarations de Bruno Le Maire, les déclarations de l'Eurosystème qui vous disent on ne sait plus comment prendre de l'argent parce que Bruno Le Maire a peur aujourd'hui, craint que le déficit public dépasse les 5,1%. Et déjà qu'il a, comme je l'ai rappelé régulièrement, camouflé beaucoup de notes de la Direction Générale du Trésor en 2023, que le déficit a été abyssal. Et que ce qui s'est passé est littéralement scandaleux parce qu'il y a eu un maquillage de réalité et de notes qui devaient être montrées pas seulement au public, mais qui devait être montré à tous les experts qui auraient pu alerter sur la situation française depuis déjà de longs mois. Et le ministère de l'économie, dirigé par Bruno Le Maire, a camouflé ces notes et a tenté de maquiller les comptes publics jusqu'au dernier moment. Il s'en a expliqué devant les sénateurs. Il n'est pas parvenu d'ailleurs à s'en défendre convenablement, naturellement. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire craint que le déficit pour l'année en cours dépasse les 5%, donc il va falloir prendre de l'argent. Et vous me disiez au départ, est-ce qu'on peut augmenter l'imposition ? On ne peut pas. Donc il va falloir surtaxer les transactions financières. Il y a un peu de matelas quand... alors, évidemment, je donne pas mon avis, je retranscris tout ce que j'ai lu à droite, à gauche. Il semblerait quand même que la solvabilité de la France est quand même complètement assurée, que la probabilité, la capacité de lever de l'impôt existe encore, finalement. Sur les sociétés, je crois pas. Lorsque vous avez des défaillances records de TI, non. Sur des particuliers, sur l'épargne, oui. Mais alors là, ça veut dire que vous allez justement, dans le schéma que je décrivais précédemment, vers une captation de l'épargne privée, et en tout cas des biens privés, mais ça se fait déjà même sur le livret A. Qui a décidé ? C'est Bruno Le Maire qui a décidé, ça a été validé par le Conseil d'État, de geler depuis 1 an et demi et jusqu'en 2025 les taux du livret A. Qui avait été dans le calcul, on va dire, d'estimation, rehaussé, qui était révisé. Se poser au niveau de l'inflation pour que les ménages français ne soient pas totalement lésés. Exactement. Normalement, le calcul, c'est le taux d'intérêt à court terme et le taux d'inflation semestriel qui nous fait le taux du livret A. Mais là, évidemment, on imagine bien que depuis 2022, si on calculait le taux du livret A par rapport à l'inflation et les taux interbancaires, on aurait une belle rémunération, on ne serait pas à 3. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on explique à une population, finalement, qu'on vient de réviser une règle par rapport au livret A. La précédente aurait rehaussé les taux également, je veux dire, le précédent mode de calcul. Mais là, qui plus est, on vient de mettre ça à jour, mais on ne tient même pas notre engagement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse d'une façon arbitraire, dictatoriale, en usant également du pouvoir du Conseil d'État pour faire passer cette privation justement de rémunération, la rémunération du livret A, qui représente quand même une fortune, je veux dire, en épargne liquide, sous prétexte que les groupes qui travaillent dans le logement social ont besoin davantage de sécurité. Oui, mais justement, mais ça veut dire que vous êtes en train de capter l'épargne privée, littéralement, l'épargne des Français. Elle sert à quelque chose, cette épargne. Non, à un moment, on a voulu la réorienter justement vers les entreprises. Et quand on avait créé l'indice CAC, un indice boursier dédié aux petites et moyennes capitalisations... Ça, c'est différent. Non, c'est encore différent. Je veux dire, je vois votre portefeuille pas très loin d'ici. Si je vous disais, il faut bien que les billets qui sont à l'intérieur servent à quelque chose, j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui, vous me diriez, oui, mais c'est à moi. Et là, on parle quand même d'épargne privée jusqu'aux années 90-2000. Nous savions suffisamment bien nommer les choses pour comprendre que l'État était l'État et que le privé était le privé. Si vous avez une SARL, par exemple, et que vous faites faillite, on ne va pas vous saisir votre maison. Et pourtant, même si vous avez une EURL, une SARL unipersonnelle, vous êtes seul, vous êtes mal débrouillé, vous faites faillite, vous avez tort à 100% sur vos contrats. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, monsieur Benoît, pour... Premièrement, c'est la réduction de la dépense publique. Ce que vous devez faire en premier, c'est réduire la dépense publique. On doit arriver à 500 milliards de dépenses publiques dans la situation dans laquelle on est. C'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié, absolument. Mais vous avez beaucoup d'économies à faire sur le régalien, qui est à seulement 300 milliards. Vous avez par contre beaucoup d'investissements à faire sur la santé, parce que le système de santé est en train de... Régalien, vous dites ? Oui, sur la totalité. Si vous additionnez recherche, éducation nationale, police, les dépenses qui ont été engagées par une oligarchie politique aujourd'hui pour les Jeux Olympiques sont parfaitement déraisonnables. Personne ne voulait des Jeux Olympiques. Paris est désert aujourd'hui. Combien est-ce que ça coûte ? Donc le régalien, c'est ça, parce que c'est de la police. Ça fait partie du régalien. Et moi, je préférais que la police contribue à la sécurité du pays à longueur d'année, plutôt que de parader, et pendant les Jeux Olympiques. Idem sur la santé, sur les aides à d'autres pays également. Je pense que quand on est un pays qui a des problèmes justement de financement, on n'a plus les moyens de signer des chèques.
Pour différents pays, je ne les nommerai pas, mais différents et au gré des événements et sur décision toujours très arbitraires, influencées par la Commission européenne, les États-Unis et les quelques personnes qui se réunissent en dehors du regard de la population et des entreprises et même des grands groupes. Et vous devez également sortir de l'euro au plus vite. Parce que si vous ne sortez pas de l'euro aujourd'hui, vous avez tout le système européen qui va enchevêtrer l'union des marchés de capitaux dont j'ai parlé très régulièrement, c'est-à-dire la création d'un produit d'épargne européen, là aussi pour ponctionner l'épargne privée. Vous avez des émissions de dettes communes qui vont être entamées. Vous avez des ministres des Finances, vous avez des ministres des Affaires étrangères qui vont être nommés par la Commission européenne et qui vont engager des dépenses au nom des États-nations contre la volonté des nations. Donc vous devez sortir de ça, vous devez avoir une monnaie nationale qui va très rapidement être dévaluée, parce que si on sort de l'euro immédiatement, on va dire qu'on va, on va avoir une monnaie qui va être s'apprécier. Brexit, par la force des choses, même pas vraiment, parce qu'ils n'avaient pas l'euro. Donc le Brexit, ils sont sortis des accords, ils sont revus. Voilà, finalement, parce que si vous regardez le Brexit, ils sont sortis de l'Union européenne, ils ont re-signé les accords qui les intéressaient sur l'Irlande du Nord, les traités. De vraies tractations pour le Voilà, ils sont jamais entrés, ils sont jamais sortis. Ils sont plus aujourd'hui, regardez, même par rapport à l'engagement pour le soutien en Ukraine, c'est le Brexit et c'est Boris Johnson, qui a décidé bien plus que les hommes de paille, je dirais, d'autres pays qui suivaient les décisions de von der Leyen et de la Commission européenne au doigt et à l'œil, qui marchaient au doigt et à l'œil. Donc ça veut dire que si la France sort, ça serait inédit, ça serait le plus gros pays, on va dire, puisque l'Allemagne a perdu de sa puissance industrielle aussi, donc ça serait l'un des plus gros pays, l'un des moteurs de l'euro qui quitte l'euro. Donc vous avez une monnaie qui se déprécie, mais vous avez les autres pays qui sortent immédiatement, parce que si nous on sort, la zone euro, l'Italie, voilà. l'Espagne, donc c'est pas toutes les monnaies qui vont s'effondrer. Vous allez avoir, si vous prenez les bonnes décisions politiques, mais ce sont celles que j'ai évoquées précédemment, ça veut dire abaissement considérable de l'imposition pour toutes les sociétés françaises, protectionnisme et favoriser justement les exportations. On n'a plus d'exportation aujourd'hui, les Allemands ne parviennent plus à exporter non plus. Comment est-ce que vous voulez qu'on finance notre dette alors que nous n'avons plus d'exportation? Il y a un calcul logique que tout le monde oublie, même les économistes de toutes les grandes organisations que vous citiez précédemment, c'est que si vous avez un pays qui n'exporte pas, bon, nous, on n'a plus de banque centrale, donc c'est pas la banque centrale qui prend sur elle, mais c'est la Banque centrale européenne et le système, après le déficit public. Mais si vous avez du déficit commercial et du déficit public, arrive un moment où vous ne pouvez plus vous financer. C'est logique, vous ne pouvez pas avoir un pays qui n'exporte pas et qui attire de la richesse. Qui plus est, quand personne ne vient s'installer pour des capitaux à long terme, on va dire, ou pour générer de la richesse. Mais quand vous avez seulement des groupes qui viennent posséder d'autres groupes, qui viennent se payer sur la dette, sur le pays. Donc ça veut dire que si vous sortez de l'euro, vous avez une appréciation de votre monnaie qui va favoriser dans un premier temps toute une catégorie de l'économie, notamment l'agriculture, qui est un marché qui a quand même été mis à bas par la puissance publique. Il a besoin de soutien à l'exportation, l'agriculture. Je crois qu'on est en Europe la première puissance le premier pays exportateur. Vous enlevez les spiritueux, vous êtes déficitaire. Ça n'est jamais arrivé depuis 60 ans. Beaucoup. Alors après, si on précise, je crois sur les céréales aussi, sur le blé, on est très bon. On l'exporte, on permet justement, on exporte nos blés vers des pays nord-africains où justement les productions sont mises à mal, ce qui permet justement d'envoyer du blé pas trop cher et que la population puisse... Alors expliquez-moi pourquoi les agriculteurs ne parviennent pas à vivre de leur travail et pourquoi le marché agricole français est déficitaire. Je vous pose la question. Par rapport à ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire le soutien parfaitement artificiel et l'artificialisation générale de ce marché. Vous dites que le marché de l'agriculture est bon, moi je vous réponds qu'il est très mauvais et qu'il est en train de s'effondrer. Et sinon, il ne serait pas déficitaire. Et lorsque vous allez avoir des droits de douane qui vont être instaurés par les Chinois en représailles, on va dire, de la Commission européenne sur les spiritueux, et sur la Commission européenne, c'est sur les voitures, en l'occurrence, l'automobile, ben là, vous allez avoir un marché des spiritueux qui va s'effondrer. Ici, vous allez avoir un marché agricole global qui va être déficitaire. Il y a déjà des signes. Et on ne parle même pas des aides de l'Union européenne également, où c'est la main gauche qui prend pour... Pourtant, on a un exemple de pays protectionnistes par essence qui fonctionne actuellement en pleine campagne électorale. Pour autant, ils semblent subir les affres de la démondialisation et notamment les États-Unis. Les USA. Ouais, bien sûr. Notamment Nvidia, quand on voit finalement les performances boursières, les projections financières.
Alors attention, Nvidia... le protectionnisme, ça n'est pas forcément la solution ultime. Oui, mais je ne crois pas qu'Nvidia soit un acteur du libéralisme. Et là, on revient à votre première question. Nvidia est un acteur de l'ultra-mondialisation, justement. Et Nvidia a perdu 200 milliards, si vous faites référence à ça, justement, de valeur, de capitalisation boursière, suite aux propos de Trump sur Taïwan, qui a décrété, et de Biden également. On s'est dit, finalement, aux États-Unis, on ne va pas protéger Taïwan gratuitement. Ils ont de l'argent. Trump a déclaré, c'est un pays très riche, il faudra qu'ils nous payent. Et ils ont capté un marché que nous aurions pu capter, mais toujours très libéral dans l'état d'esprit de Trump, que je salue au passage, par contre, qui dit, mais chapeau bas en quelque sorte, on les salue, on les félicite, ils ont réussi à capter un marché. Et on s'aperçoit justement que dans la mentalité de Trump, vous avez un président américain qui est un libéral, un vrai libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que le marché doit faire la loi avec des décisions politiques de bon sens, que la monnaie doit être une vraie monnaie, qu'il ne doit pas y avoir de monnaie numérique de banque centrale. Ce que dit Trump, c'est si je repasse, j'interdis la création par la Federal Reserve d'une monnaie numérique de banque centrale. Et donc à ce moment-là, vous me dites les États-Unis sont le pays protectionniste par excellence. C'est vrai. Et moi, je vous réponds finalement que, bon, leur société se porte plutôt bien, parce que là, même si Nvidia a perdu, et je ne défends pas Nvidia justement, mais ça avait quand même été une avancée phénoménale, cette action. C'est impressionnant. Je crois que c'est la première capitalisation devant... Sur fond, oui, c'est ça. Enfin, devant la progression a été complètement bluffante. Énorme. Sur fond de perspective de l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc... Et ça va pas être la même chose ici, parce qu'ici, on voit qu'on a plutôt un CAC 40 qui repose sur le luxe, et uniquement sur le luxe, LVMH, Kering, même L'Oréal, qui a un peu une valeur de luxe, on va dire premium, entre guillemets. LVMH fait 14% de moins de bénéfices nets sur ce premier semestre par rapport au semestre précédent. La crise bancaire chinoise n'est pas faite pour arranger, parce qu'il y a énormément le moteur économique du luxe, les actions du luxe, se passe quand même là-bas, hein, c'est la dépense intérieure en Chine. Et nous, on n'a pas de société dans la tech, on n'a pas de grands groupes, donc on voit bien que le CAC 40 repose uniquement sur le luxe, et que le luxe est plutôt chancelant. Donc à ce niveau-là, les Américains, premièrement, sur le plan boursier, ils s'en sortent plutôt bien. C'est 60% des capitalisations mondiales. Vous avez les Indiens également, qui s'en sortent très bien. Vous avez des bourses indiennes qui marchent très fort également. Et si on parle de l'économie, dans on va dire, les États-Unis, c'est presque une Europe en quelque sorte, parce que si vous passez de Los Angeles à Dallas, vous avez plus de distance qu'entre Paris et la Pologne, entre Dallas et LA. Donc il y a un aspect très... c'est un monde dans le monde, et c'est le moteur du monde occidental. Mais dans les grandes villes, les gens vivent beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Quand Trump parle d'un pays en voie de tiers-mondisation pour la France, c'est tout à fait exact. Si vous êtes à Los Angeles, à Dallas, à New York, le salaire moyen, c'est... Allez, 4 500, 5 000 $ à peu près. Donc, oui, pardon, je vous coupe. Du coup, pour justement donner de l'eau à votre moulin, il y a beaucoup d'entreprises françaises cotées actuellement à Paris qui ont des projets d'internationalisation, même de quitter, de quitter la place boursière française, parisienne. C'est un mouvement qui va s'amplifier. Je pense à Vivendi, à Total Energy dernièrement, qui a dit qu'il va se scinder, dont une partie des activités sera cotée outre-Atlantique. C'est la réponse à des politiques économiques. Vous savez, ça c'est la logique des marchés en quelque sorte et de la protection de la propriété privée. Il y a des signaux, il y a des choses qu'on lit en filigrane au-delà du reste. Lorsque vous mettez dans la position de Patrick Pouyanné qui avait déjà envoyé des petits signaux, lorsque Patrick Pouyanné entend Bruno Le Maire dire on va taxer les transactions financières, je pense que ça le convainc davantage dans l'idée d'aller se faire coter partiellement ailleurs. Et au même titre que si vous êtes un privé aujourd'hui et que vous avez de l'immobilier en France, vous sentez bien quand même, vous présagez que ça peut être compliqué durant les temps à venir et qu'on peut avoir une saugrenue idée d'un seul coup de vous le surtaxer sur l'impôt sur la fortune immobilière, voire même plus que ça. Donc vous allez être plus intéressé, plus rassuré à l'idée d'investir dans l'immobilier ailleurs, en dehors de l'Union européenne, qu'en Europe. Donc il y a ce phénomène-là par rapport à la bourse qui marche également. Donc la place boursière de Paris est en train de s'effriter finalement. Est en train de s'effriter parce qu'on a quand même elle repose sur la bulle du luxe. Elle repose évidemment sur la bulle du luxe. Elle pâtit de la forte pondération des valeurs du luxe dans son indice. Est-ce que tous ces signaux, tous ces signes, tous ces arguments, toutes ces réflexions que vous faites sont finalement le synonyme d'une France qui est à l'aube d'un grand déclassement ?
énorme, on le constate aujourd'hui. On a entamé un grand déclassement, on est la risée du monde. Je me déplace beaucoup, je voyage beaucoup, notamment aux États-Unis, et je peux vous dire que dans les pays africains, j'en parle même pas, à l'Est également, et aux États-Unis, on considère la France comme un pays pauvre, un pays qui est dirigé par une élite qui n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, et surtout qui gère de petites affaires personnelles contre la volonté de sa nation, qui éteint sa nation, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Autant du côté démocrate que républicain, jusqu'à présent, et encore plus du côté républicain, il y avait une priorité par rapport à la réussite américaine. Et là, on s'est aperçu justement qu'avec les mouvements woke notamment, et c'est pour ça qu'Elon Musk soutient tant Donald Trump, ce qui n'était pas forcément sa tendance dès le départ. Parce que son fils est devenu une femme. Le fils d'Elon Musk, un des fils. Et Musk a déclaré récemment « On a tué mon fils. Le wokisme a tué mon fils est mort. » sont les mots de Musk. Et Trump a déclaré « Si je suis élu, si je redeviens président des États-Unis, je fais... » Non, malheureusement, je fais passer un décret qui interdira le wokisme. Et c'est assez marrant ce que vous dites. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une forme de fuite en avant aujourd'hui dans les pays occidentaux, lié à la déconnexion de la réalité physique, tant au niveau nutritionnel que sur ces plans justement qui relèvent un petit peu de certaines formes de pathologie en quelque sorte, qui devraient être traitées, accompagnées sur le plan psychologique et médical, mais dont on ne devrait pas faire la promotion politique. Je veux dire, c'est comme si on faisait la promotion aujourd'hui des pesticides parce qu'ils permettent justement d'avoir de plus beaux légumes. C'est ce qu'on a fait pendant quelques années, comme on a fait la promotion de la cigarette il y a 60 ans. Monsieur Benoît, il nous reste 5 minutes. On va revenir très rapidement du coup à la force des choses, et je m'en excuse un peu, mais sur les élections législatives françaises. Le résultat des législatives françaises, vous êtes venu sur notre plateau pour nous expliquer un petit peu ce que cela pourrait être. Tout le monde a été pris à contre-pied par l'arrivée en tête du NFP, Nouveau Front Populaire, qui il y a 2 jours a proposé enfin son candidat à Matignon, Lucie Castet. Est-ce que selon vous, comme Emmanuel Macron, vous pensez que ça n'est pas un sujet, finalement? Je pense quasiment rien comme Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce que pense Emmanuel Macron, malheureusement. Il a un revers de la main. Il a déclaré qu'il ne nommerait pas Lucie Castet Première ministre. Ce que je veux rappeler quand même, c'est que le Front Populaire, ça n'existe pas. C'est rien du tout. Le Front Populaire, c'est une alliance, je ne sais pas ce qu'avait dit Jordan Bardella, mais qui a été créée pour faire barrage à un bloc qui, par contre, représentait une idéologie, qui est imparfaite également. Moi, je suis ni militant, ni soutien, ni partisan du Rassemblement National. Mais il y avait une tendance au Rassemblement National, au Nouveau Front Populaire, il n'y a pas de tendance. Vous avez des gens qui viennent de LFI, vous avez des associés, on va dire, qu'on a sortis de la naphtaline, entre guillemets, de leur retraite, comme Jérôme Cahuzac ou François Hollande, Jean-Marc Ayrault, qui sont venus en guise... Il n'a pas été élu, mais il a été présent comme caution, pour ainsi dire. On a vu sa tête. On a vu sa tête. Et il est arrivé pour dire regardez, ce mouvement-là n'est pas trop à gauche. Vous pensez qu'il arrivait comme caution? Absolument, bien sûr, parce que empêtré dans les affaires comme il l'a été. Évidemment, parce que vous êtes, mais justement, mais pour cette raison-là, parce que si vous avez un chirurgien esthétique businessman qui était socialiste, qui vient, ça permet d'attirer un électorat centriste, on va dire, ou socialiste, qui serait peut-être effrayé par la tendance faussement bolchevique, je le rappelle, de Manon Aubry et de ses comparses. Et je rappelle là aussi qu'il faut quand même remarquer que Manon Aubry, qui félicitait à grandes accolades et embrassades Ursula von der Leyen il y a quelques jours, alors que ses camarades de LFI refusaient de serrer la main à un jeune député du Rassemblement National à Paris, a dans son programme et le programme du Nouveau Front Populaire élaboré des prélèvements sur le revenu pour des personnes qui aujourd'hui ne sont pas imposées. Oui, on a effectivement vu le calcul qui se faisait. Si vous gagnez entre 0 et 10 000 euros, vous allez être imposé. Oui, donc tout ça a été très, très finalement démagogique en fait. Mais ça, c'était une campagne démagogique de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'était pas une campagne. De tous les côtés, elle était anticonstitutionnelle. On n'a pas respecté les délais entre sinon, on faisait les élections le 14 juillet. Si on respectait les délais, donc les délais ont été avancés. On a organisé ça pendant une période de vacances, sans même parler des problèmes médiatiques qui sont plus généraux. Et du coup, par la force des choses, dernière question, il vaut 3 minutes. Je vous en prie. C'est donc l'échec du macronisme. Ces élections législatives signent la fin du néolibéralisme à la française.
Non, malheureusement, non. Au contraire, c'est le tremplin vers le néolibéralisme parce que Emmanuel Macron a réussi son opération. Le but d'Emmanuel Macron était de mettre à bas l'État-nation et d'expliquer petit à petit qu'on ne peut pas gouverner la France, qu'il n'y a pas de gouvernement et que c'est l'Union européenne qui va nous gouverner. Parce que l'Union européenne sait prendre les décisions, la BCE également. Et là, aujourd'hui, vous allez vous apercevoir petit à petit, à la rentrée, qu'on va refaire un petit gouvernement de façade qui va parler des bouchons de bouteille, comme je le dis régulièrement ici, et la Commission européenne, par contre, va faire son union des marchés de capitaux, va diriger, va prendre les décisions protectionnistes pour l'État fédéral européen qu'ils ont créé et dont ils assoient la puissance, on va dire, contre la volonté des États-nations et des populations. C'est ça qui va se passer. Et Emmanuel Macron restera dans l'histoire le principal et le premier, il y en a beaucoup, mais le principal fossoyeur de l'État-nation français. Et il y en a d'autres en Europe. Il y en a d'autres. Mais ce n'est pas le cas de Viktor Orban, ce n'est pas le cas d'autres dirigeants. Ok, bah écoutez, on va suivre tout ça avec attention, au plus près. Bah absolument. Merci beaucoup, Tom Benoît, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes essayiste, économiste, directeur de la rédaction du trimestriel Géostratégie Magazine. Absolument. Et avec nous régulièrement. Je vous en remercie. À bientôt. Toujours avec plaisir, merci. Bonne fin de journée. De notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 25 juillet. À tout de suite sur Téléfinance.